Voici les technologies anciennes que la science ne peut pas expliquer. Avez-vous déjà entendu parler de la mystérieuse histoire de l'oiseau de Saqqara? C'est l'un des objets les plus énigmatiques qu'aient pu découvrir les scientifiques. En 1898, le docteur Khalil Messiha, un archéologue égyptien, entreprenait une fouille dans une sépulture à Sappho. Il découvrit par hasard une figurine d'oiseau petite et légère mais dont la forme était curieuse. Il s'agissait presque en tout point d'un oiseau, à l'exception des ailes, qui sont celles d'un avion à réaction moderne. Ces ailes sont constituées d'une seule pièce de bois, épaisse au milieu et mince aux extrémités. Le bord des ailes est très légèrement infléchi. Ces détails significatifs laissent penser qu'il y a plus de 2 millénaires, les Égyptiens possédaient quelques connaissances avancées en matière d'aérodynamique. C'est pourquoi un tel objet a déconcerté les égyptologues, en donnant lieu à une foule d'interprétations et de controverses. D'ailleurs, il a été prouvé que cet objet pouvait voler pendant quelques mètres lorsqu'on le projetait manuellement dans les airs. Peut-être que cet oiseau n'était que le modèle préconçu d'une grande machine que devaient concevoir les ingénieurs de l'époque. Les avis scientifiques se divisent. Les uns soutiennent que la ressemblance de cet oiseau avec un avion est purement fortuite, et les autres imaginent que le génie égyptien était technologiquement plus avancé qu'on ne veut bien le croire. En 1912, dans une bibliothèque de la commune de Frascati en Italie, un antiquaire polonais Wilfried M. Wojnik a mis la main, par hasard, sur un livre étrange et unique au monde. C'est un manuscrit en vélin, comportant au moins 200 pages et contenant des textes et des images. Mais figurez-vous que le langage utilisé dans le livre, son genre, son auteur, sa teneur est parfaitement inconnu à ce jour. La seule chose avérée, c'est que l'ouvrage a été écrit au XVe siècle. Ce manuscrit, auquel l'antiquaire polonais a donné son nom, est une succession de points d'interrogation qui ne seront probablement jamais levés. Malgré les efforts continus des cryptographes les plus aguerris, on n'a jamais pu savoir seulement si ce livre était un traité d'alchimie, un traité de médecine par les plantes, une œuvre occulte, ou tout simplement une espèce de grosse farce. Le langage du manuscrit de Wojnik obéit à un système codé, mais aucun spécialiste n'a pu le déchiffrer. On commence même à croire que ce langage n'a absolument aucun sens. Tous les linguistes qui s'y frottent y perdent leur latin, et finissent tous par abandonner, en concluant qu'il s'agit sûrement d'une imposture. Toutes les interprétations ont eu cours, des plus raisonnées jusqu'aux plus farfelues. Par exemple, on a même soupçonné l'antiquaire Wojnik de l'avoir fabriqué, ce qui est certainement faux. À ce jour, le sens de ce ténébreux manuscrit n'est pas encore percé. Peut-être le sera-t-il un jour. Si cela se produit, il s'agira certainement d'un triomphe de l'esprit d'analyse scientifique. Dans plusieurs pays d'Europe, des particuliers ou des chercheurs ont découvert plusieurs objets similaires les uns aux autres qu'on appelle des dodécaèdres. Ils sont d'origine romaine et leur fabrication remonte probablement au 1er siècle de l'ère chrétienne. Les dodécaèdres romains sont des objets de forme géométrique. Ils sont soit en bronze, soit en pierre, et possèdent 12 faces, dont chacune est percée d'un trou circulaire. À quoi peuvent bien servir ces objets répandus en Italie, en France, en Allemagne, en Hongrie et en Angleterre? Aucun document ne permet de le savoir. Ce mystère a donné cours à de nombreuses spéculations. On a pensé qu'il s'agissait d'un outil d'astronomie, d'un chandelier, d'une pièce de jeu de société, d'un objet décoratif ou d'une relique religieuse. À l'heure actuelle, aucune de ces hypothèses n'est plus plausible que les autres. La fonction des dodécaèdres romains reste un complet mystère, ce qui ne les empêche pas d'être exposés dans plusieurs musées. L'inventeur chinois Zhang Heng était un homme de génie accompli. Né en l'an 78, cet homme éminent était ce qu'on pouvait être dans le domaine des arts et des sciences. Mathématicien, astronome, géographe, homme d'État mais aussi poète et spécialiste de la littérature chinoise. Zhang Heng avait toutes les chances de marquer la postérité par ses travaux et ses découvertes. Mais s'il est célèbre aujourd'hui, c'est pour une invention audacieuse dont il a eu l'idée. Il voulait concevoir un instrument permettant de prédire et d'identifier la survenue d'un tremblement de terre. Il se mit à l'ouvrage et produisit cette machine d'une esthétique étrange. Ce détecteur de séisme ressemble à un vase fixé à un réceptacle et compliqué d'ornements bizarres. Cet outil est en réalité bien plus complexe qu'il n'en a l'air. Il comporte à la surface 8 dragons qui ont la tête tournée vers le bas et qui marquent les directions de la boussole primaire. Devant chaque dragon est assis un crapaud de bronze à la gueule béante. À chaque séisme détecté, selon la localisation, un des dragons propulse une balle métallique directement dans la bouche du crapaud qui lui fait face. Le bruit correspond à un signal qui alerte les personnes présentes qu'un tremblement de terre s'est produit dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. C'est ce qui s'est passé en l'an 138. Alors que le détecteur était placé dans le palais royal, un des dragons avait craché la boule, de manière à avertir qu'un séisme s'est produit. Et malgré l'incrédulité des personnes présentes, il fut confirmé quelques jours plus tard, grâce à un messager, qu'un tremblement de terre s'était bel et bien produit dans la région occidentale de Long. De quoi accroître l'admiration du public envers Zhang Heng.
Aujourd'hui, les sismographes sont bien entendu beaucoup plus développés, mais aucun n'égale en beauté cette invention chinoise. Tous les passionnés de vikings connaissent les légendaires épées d'Ulfbert. Ces lames terribles et convoitées par tous les guerriers illustres méritent leur place ici car elles surpassaient en qualité et en puissance toutes les autres épées du monde médiéval. Les premiers fabricateurs de ces épées avaient eu l'idée d'importer de l'acier depuis l'Inde ou la Perse, où la qualité du matériau était incomparablement supérieure. Leur nom, Ulfbert, était certainement celui du fondateur de l'atelier où se fabriquaient de telles armes. Ces épées, puissantes et indestructibles, ont tellement conquis les guerriers qui s'en servaient, que l'inscription Ulfbert était devenue une sorte de marque prestigieuse. Les rois et les combattants glorieux désiraient cette épée comme un auxiliaire de leur grandeur. D'ailleurs, seuls les plus fortunés pouvaient l'acquérir. Elle coûtait l'équivalent d'un petit château. D'après les spécialistes, ces armes étaient d'une qualité si supérieure qu'il faudra attendre le XVIIIe siècle pour voir enfin des épées aux caractéristiques comparables. Comme pour tous les objets rares et coûteux, il y avait de nombreuses contrefaçons qui circulaient en Europe, mais il était aisé pour un guerrier de les comparer et d'identifier la fausse épée. Les épées d'Ulfbert restent à ce jour entourées de mythes, et sans doute on ne connaît pas encore tous les secrets qu'elles recèlent. Au nord de l'Inde se trouve une vieille construction datant du 5e siècle. On l'appelle le pilier de fer de Delhi. Ce pilier, qui mesure plus de 7 mètres, fascine les spécialistes de la métallurgie pour deux raisons. La première est que cette colonne métallique est composée à 99,72% de fer pur. Or, une telle pureté de matériaux n'a été observée qu'en Occident après la révolution industrielle. La seconde raison est que ce pilier résiste admirablement à la corrosion et à la rouille. Pourtant, il est situé dans une région très sujette aux pluies de mousson. D'après les analyses, cette imperméabilité s'explique par l'épaisse couche de fer, d'oxygène et d'hydrogène pratiquée exprès sur le pilier comme un film protecteur. Les scientifiques en sont épatés. Selon l'un d'entre eux, ce pilier est un témoignage vivant de la compétence des métallurgistes de l'Inde antique. Mais cette colonne n'a pas seulement subi les rigueurs du climat. En effet, si l'on examine bien, à mi-hauteur, on remarque une fissure bien perceptible. Il s'agit manifestement de l'impact d'un boulet de canon. Les historiens s'accordent à penser qu'un empereur perse avait ordonné sa démolition au XVIIIe siècle pour des raisons religieuses avant d'abandonner l'idée. Ce pilier continuera toujours d'exercer une fascination sur les scientifiques et particulièrement les archéologues, car c'est l'un des rares monuments antérieurs à l'islamisation de la localité. Un archéologue du nom de Wilhelm König effectuait un jour dans les années 30 des fouilles dans la localité de Kujut-Rabu, à Bagdad en Irak. Il fit la découverte d'un objet curieux. Un pot d'argile, long d'une dizaine de centimètres, fermé en haut par un bouchon en bitume, d'où dépasse une tige de fer. La composition de l'objet a étonné l'archéologue car à ses yeux, il s'agissait presque en tout point d'une pile électrique rudimentaire. En effet, la tige était contenue dans un cylindre de cuivre, isolé à sa base par un tampon en bitume. Pour créer des tensions électriques, il ne fallait que deux éléments, des fils conducteurs et un acide. Même si les tensions que produirait un tel objet seraient très faibles, il s'agirait néanmoins de la plus ancienne pile électrique jamais découverte, puisqu'elle date du IIIe siècle après Jésus-Christ. Cependant, Wilhelm König a contre lui bien des scientifiques qui réfutent son hypothèse. Selon ces derniers, cet objet bizarre serait simplement un vase conçu pour contenir et transporter des parchemins, et que c'est une pure coïncidence s'il ressemble à une pile. La fonction de cette poterie est jusqu'à nos jours encore débattue. Était-ce la première forme de dispositif électrochimique ou bien un portefeuille sophistiqué? Au Pérou, à 20 km au sud-ouest de la ville de Cajamarca, se trouve l'un des sites archéologiques les plus fascinants du monde et l'une des premières réalisations technologiques de l'humanité primitive. Il s'agit de l'aqueduc de Cumbemayo, aménagé à 3500 mètres d'altitude dans une région volcanique. Mais ce n'est pas la seule beauté du site, comme on va le voir. Il y a plus de 3000 ans, bien longtemps avant l'apparition des Incas, vivait une communauté discrète, ingénieuse et adroite. Cette société primitive vivait des productions de la terre. Mais la sécheresse récurrente qui frappait le pays nuisait beaucoup aux activités agricoles. Les habitants de la région eurent alors l'idée de concevoir l'un des premiers systèmes hydrauliques du monde. Ils entreprirent ce projet avec des moyens modestes, en s'aidant d'un outil commun et rudimentaire, des roches volcaniques. À l'aide de ce type de roche, qu'on appelle l'obsidienne, ils creusèrent un aqueduc long de plus de 9 km. Cet ouvrage était destiné à détourner l'eau des collines et l'acheminer jusqu'aux terres labourables, et ce fut une pleine réussite. Comme ces peuples étaient pénétrés de religion, ils ne se sont pas contentés de faire une construction purement utile. Ils ont également aménagé des escaliers qui conduisent à un hôtel de cérémonie et ont gravé des dessins complexes et énigmatiques sur les roches volcaniques. Ces dessins, comme l'aqueduc, existent toujours aujourd'hui. Ils sont étudiés par les archéologues, mais ils n'ont toujours pas réussi à en pénétrer le sens mystérieux. Ces figures et ces symboles ne sont pas encore élucidés. Cependant, l'aqueduc de Cumbemayo reste une merveille concrète et évidente du génie pratique de l'humanité primitive.
Le jaïnisme est une religion assez semblable au bouddhisme et qui est pratiquée par une minorité d'Indiens. Cette forme de spiritualité est née au Xe siècle avant Jésus-Christ et s'est perpétuée jusqu'à nos jours. C'est au XVe siècle environ que le jaïnisme s'est illustré par des conceptions artistiques formidables et qui n'ont rien à envier aux plus sublimes édifices de l'histoire. Dans les États du Rajasthan et du Gujarat en Inde se trouvent des sculptures monumentales pouvant mesurer 17 mètres de haut et des grottes qui renferment une trentaine de temples. Ce qui émerveille le plus, ce sont les dimensions des idoles sculptées à même la roche et qui représentent les divinités traditionnelles de la religion. La plupart d'entre elles ont été construites sous le règne d'un roi généreux et de son fils qui lui a succédé au XVe siècle. Mais au XVIe siècle, un empereur puissant a ordonné leur destruction. Heureusement, ces statues géantes n'ont pas subi des dégâts irréparables. Seules quelques-unes ont été amputées de leurs membres. Cependant, la communauté jaïenne a su réparer les pertes. Aujourd'hui, le site est protégé et les touristes peuvent admirer ces prodigieuses divinités. En Chine, près de la ville de Nankin, existe une ancienne carrière de pierre appelée la carrière de Yangshan. Elle fut exploitée depuis les premiers siècles de l'ère chrétienne et elle est aujourd'hui un site touristique et historique. Cette carrière a fourni une immense quantité de pierres destinées à l'édification des monuments qui ont transformé l'aspect de la région. Mais si ce site est aujourd'hui aussi connu et visité, c'est à cause de l'immense stèle commémorative qui s'y trouve. La construction de cette stèle a été abandonnée. Elle devait mesurer près de 70 mètres de haut. En pleine réalisation des travaux, le projet fut abandonné parce qu'il était matériellement impossible que des pierres aussi colossales puissent être transportées, rassemblées et installées. L'une des plus hautes stèles chinoises mesure par comparaison 17 mètres. Ce projet était trop ambitieux et il dut être annulé. Malgré cela, la carrière ainsi que la stèle incomplète restent remarquables et dignes d'admiration. Ainsi se termine notre vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Et dites-nous dans les commentaires laquelle de ces inventions historiques vous fascine le plus.